très heureuse de vous retrouver sur ITV après une petite pause en raison du Ramadan. La totale dimanche, c'est reparti et voici le sommaire. On ne parle que de ça, le projet de redécoupage administratif de Dakar. Alors que les élections locales sont officiellement prévues le 23 janvier 2022, plusieurs interrogations subsistent alors, notamment sur les intentions réelles du gouvernement actuel. Découpage électoral ou découpage désintéressé, nous le verrons, oui, dans Confraternellement. Coin Éco va revenir sur le sommet sur les économies africaines à Paris cette semaine. Il s'agira d'analyser les enjeux économiques liés à l'annulation ou l'allègement de la dette africaine. Les bailleurs ont défini un certain nombre de conditions et nous verrons leur contribution dans la relance économique africaine fortement touchée par la pandémie. Un mot sur le Ramadan avec ce reportage que nous vous proposons ce soir. Beaucoup ont cette habitude de poursuivre le jeûne 6 jours après le Ramadan. Religion ou culture, Youssouf Kanté nous dira. Et Giliabi sera notre diplomate ce soir. En l'espace de 8 mois, 2 chefs de gouvernement de la Côte d'Ivoire sont décédés en poste seulement depuis fin mars. L'actuel titulaire a récemment été évacué en France pour des raisons médicales. Des événements qui se sont succédés et qui suscitent beaucoup d'interrogations. Ailleurs nous emmène à Ribot-Escale, situé à Kaffrine. Les femmes de la localité souffrent du manque d'infrastructures de base. Elles traversent tous les jours des kilomètres pour trouver de l'eau, par exemple, et pour faire certains achats. L'abattage des caïcédras de Thiès était au cœur de l'actualité il y a quelques jours. Le motif avancé, leur âge, constitue une menace pour les populations. Dans Portrait Plante, nous allons nous arrêter justement sur l'arbre en question, le Khaya sénégalensis, plein de vertus médicinales et mystiques. Et enfin, de magazine, Aïssa Toukan sera avec nous pour la rubrique Bonne semaine. Bienvenue à tous. Alors, le 6 mars dernier, Macky Sall a décidé de réviser le découpage administratif de certaines circonscriptions de la région de Dakar, censé corriger des incohérences territoriales. Ce projet de redécoupage en a créé d'autres. Voici mot pour mot le point de vue exprimé par l'expert en décentralisation Amadou Sednian. Rufisque, concerné par ce projet de correction, l'adjoint au maire va plus loin et déclare qu'il s'agit d'un projet, ou plutôt d'incohérence, oui, j'y arrive, au pluriel sociologique des zones censées se regrouper à la mise en œuvre du projet. Et pour couronner le tout, les populations concernées ne seraient pas impliquées. Voyons tout cela avec Abdourahmane Di et Augustin Mandan. Un projet de redécoupage administratif de Dakar qui commence par sa banlieue et à Diamniadio. Inopportun et surprenant aux yeux du conseiller départemental de Rufisque, une réforme à quelques encablures des locales sans le consentement des populations. Fondamentalement, c'est un projet qui ne respecte pas l'autodétermination et l'autonomie des populations. Parce qu'on ne peut pas décider de rattacher des villages à une collectivité territoriale sans avoir partagé cela avec les populations concernées. Donc, ce qui explique les réactions que vous avez notées depuis quelques jours dans ces collectivités territoriales. Ces villages, par exemple, que l'on veut déplacer de Bambilor à Sangalkam, ils réclament depuis longtemps d'être érigés en commune. De quoi il est vraiment question? L'État du Sénégal veut procéder à la modification des limites territoriales et à l'érection d'un nouveau département dans la région de Dakar. Les zones concernées, Diamniadio, Keur Massar, les communes de Bambilor et de Sangalkam et le département de Rufisque. Djahaï et Sangalkam vont devenir des arrondissements. Ce dernier arrondissement passera d'un peu plus d'1 km² de superficie à près de 52 km². La commune de Niakoulrap va être rattachée à celle de Tivaouane Peulh et Niaga. Et Djahaï va rejoindre le nouveau département de Keur Massar, une révision de la carte territoriale de Dakar pour corriger des injustices en croire des sources officielles. Mais lourde de conséquences.
de vote, les cartes électeurs selon obsolètes parce que les numéros vont changer. Donc tout ça pose problème. Ici, dans la zone concernée, nous avons 600 000 habitants. Keur Massar. Vous y ajoutez les populations de Sangalkam et de Bambilor, on sera à peu près à 1 million d'habitants. On peut me dire, oui, on va rapprocher l'administration des administrés. Cela est un avantage. Mais ailleurs au Sénégal, c'est quelquefois 100 km, 50 km, avec des conditions de déplacement très très difficiles, surtout pendant l'hivernage. Une incohérence de vouloir créer un 5e département dans la plus petite région du Sénégal en termes de superficie, qui en crée une autre, fait constater l'adjoint au maire de la ville de Rufisque. Une incohérence sociologique qui ne peut point valider ce projet de redécoupage annoncé par le ministre des collectivités territoriales, précise-t-il. Parce que la zone des Niayes a une histoire. Et je crois que tout découpage doit être ancré sur l'histoire. C'est l'histoire qui détermine comment les peuples peuvent vivre ensemble. Et je pense que les gens qui ont fait ces découpages, malheureusement, ne maîtrisent pas l'histoire des zones sur lesquelles ils interviennent. Des populations des localités concernées sont vent debout contre cette réforme territoriale. L'ambition des autorités étant de corriger les incohérences territoriales de 2011. Merci beaucoup Abdourahmane pour ce reportage. Vous allez nous excuser, nous devrions recevoir ce soir sur ce plateau Malik Diagne, journaliste spécialiste de la décentralisation, mais il a été empêché à la dernière minute. Alors on enchaîne avec Coin Éco. Alors l'Afrique a levé 34 milliards de dollars lors du sommet de Paris consacré à sa dette cette semaine. Son intention était de récolter au moins 100 milliards de dollars pour la relance de son économie fortement touchée par la pandémie de Covid-19. Avis d'experts dans Coin Éco ce soir. Habib Ndao, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, et Abdou Khan, professeur agrégé d'économie. Il pense que les grandes puissances pouvaient faire plus pour l'Afrique afin de permettre au continent d'accroître sa croissance économique. Le sujet Coin Éco est réalisé par Mam Abdougaye Kassé avec Cher Diop. 34 milliards de dollars, 18 000 milliards 258 millions de francs CFA. C'est le montant levé par les pays africains à l'occasion du sommet de Paris sur la dette africaine. Ce montant est la part réservée à l'Afrique dans les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. En matière de finances, les DTS sont l'ultime recours. C'est de l'épargne dormante, une sorte de tontine. À chacun son tour. De façon caricaturale, le tour de l'Afrique n'était pas encore arrivé, mais ce forcing du destin était plus qu'un mal nécessaire afin de pouvoir booster la croissance continentale terrassée par les contre-coups de la pandémie. Les pays qui ont les poids économiques les plus importants détiennent la plupart des droits de tirage spéciaux. Un pays peut bénéficier de ces droits de tirage spéciaux qui lui permettent d'avoir des liquidités, mais c'est en fonction de son poids économique. Et si vous prenez toute l'Afrique, on ne peut pas dépasser plus de 34 milliards de dollars en termes de DTS. En allant dans ce sommet multilatéral, l'Afrique espérait lever 100 milliards de dollars nécessaires à la reprise de son économie. Si la France est d'accord, cette initiative a buté sur le refus des autres puissances occidentales de renoncer à leurs droits de tirage spéciaux. Un manque de solidarité inacceptable, dit le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Les pays développés n'ont pas besoin de ces DTS car ils font tourner la planche à billets pour financer leur propre économie. Parce qu'ils ont la capacité de produire, d'utiliser l'instrument monétaire pour faire face à la résilience et éventuellement aller vers une croissance. 20 000 milliards de dollars ont été dépensés par les pays occidentaux pour la résilience de leur économie. Au moment où un pays comme le Sénégal n'a dépensé que 2 milliards de dollars, 1000 milliards de francs CFA. Ce qui fait qu'eux, ils ont la possibilité de fabriquer la monnaie. Oui, alors que nous,
on est dans une zone monétaire où il y a des critères, où il est très difficile, on ne peut utiliser que l'instrument budgétaire pour s'en sortir. L'année dernière, à pareil moment, en lieu et place du débat sur les DTS, c'était le moratoire sur la dette africaine. Toutefois, il y a lieu de préciser que le président Macky Sall et ses homologues demandaient l'annulation de la dette bilatérale, c'est-à-dire entre pays riches et pays pauvres, et un report du remboursement de celle due aux institutions internationales. L'objectif était de faire des investissements massifs dans des secteurs stratégiques. S'endetter n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est l'utilisation, la destination des fonds empruntés. La destination des fonds empruntés et cet élément qui fait que des afro-pessimistes ont dit, mais écoutez, nous, on va annuler cette dette, mais l'argent ne va pas atteindre les cibles. C'est tout à fait faux dans le contexte actuel. L'assesseur de la faculté des sciences économiques et de gestion abonde dans le même sens. Ce volume du service de la dette empêchait les États de pouvoir faire les investissements prioritaires dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines. Donc le fait d'alléger la dette ou de souscrire à l'initiative de suspension du service de la dette permet d'avoir une bouffée d'oxygène parce que les montants qui devaient être utilisés pour payer le service de la dette peuvent maintenant être utilisés pour des investissements qui sont prioritaires et qui sont urgents. Même si le taux d'intérêt est plus faible, recourir au DTS n'est pas du tout sans conséquences. Les pays qui en demandent sont souvent ceux qui ont atteint leur limite d'endettement. Ces derniers sont contraints de faire des réformes. En plus de cela, ils ont du mal à lever des fonds au niveau des bailleurs multilatéraux qui leur fixent des taux d'intérêt, parfois très insoutenables. Et nous passons en revue avec notre invité ce soir dans Coin Éco, les transformations économiques en cours et leur lisibilité. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Adama. Très heureuse de vous retrouver. Bien, plaisir de te retrouver aussi. Alors, grâce à son expertise reconnue, l'économiste Cherif Salissi va analyser les rapports complexes qu'entretiennent la France et l'Afrique vus sous l'angle économique et financier. Bonsoir Monsieur Si. Bonsoir madame. Alors c'est parti pour votre entretien. Bonsoir Cherif. Il a autorité sur les questions économiques pour avoir accompagné deux chefs d'État qui l'ont beaucoup écouté. Cherif est des nôtres aujourd'hui et c'est un grand plaisir justement pour notre émission La Totale et particulièrement un coin économique. Cherif, c'est un plaisir de vous voir à notre plateau. Également, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Alors, l'actualité la plus brûlante a trait sans doute à ce sommet. Qui encore déverse justement beaucoup de salive. Que comprendre de cette rencontre de Paris qui a réuni sans doute des chefs d'État autour du président Macron et avec aussi les institutions multilatérales de coopération? Merci beaucoup Mamadou. Je crois que ce n'est pas très compliqué. L'Afrique quand même, ces dernières décennies, était en train de faire des redressements intéressants de l'économie et de sa société. Malheureusement, cet élan a été brisé avec la survenue de la Covid-19. La Covid-19 avec les contraintes que nous savons, certaines implications en termes de fermeture d'entreprises, en termes de mise au chômage d'un certain nombre de travailleurs et en termes de nécessité de soutenir les populations et l'entreprise pour qu'il n'y ait pas un affaissement général de l'entreprise et par conséquent de l'économie. Mais la réalité est que depuis les indépendances, en tout cas sur le continent, les pays africains ont mal travaillé. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont mal travaillé. Il n'y a pas suffisamment de développement de stratégies véritablement efficaces pour la mobilisation des ressources internes. Parce que ça, c'est un levier très important pour le développement. Le deuxième levier, ils se sont attaqués à celui-là, c'est-à-dire la fiscalité. Malheureusement, là où la moyenne dans les autres régions du monde tourne entre 45 et 5%, la moyenne africaine en termes de prélèvement de la fiscalité ne dépasse pas 5%. À ce moment-là, il faut assumer sa faiblesse. Je crois qu'il faut beaucoup de courage. C'est des économies faibles sur un continent faible. C'est la réalité. À ce moment-là, il n'y a aucune honte à appeler à l'aide.
Mais la compagnie, les pays occidentaux, avant même que les pays africains appellent à l'aide, ont compris qu'il fallait se lancer dans une sorte de solidarité intéressée. C'est une solidarité intéressée, parce que la pandémie ne peut en aucun cas se limiter à un pays. Donc ils ont agi, ils ont proposé dans le cadre du G20 un soutien à apporter aux États, et les États eux-mêmes se sont mis à réfléchir et ont remis au goût du jour certaines options que nous avons expérimentées dans le passé, c'est-à-dire l'allègement de la dette et les moratoires. On s'est engagé dans un premier temps sur des moratoires, mais les fonds, disons, obtenus pour les économies n'étaient pas assez, disons, convenables, 5,7 milliards de dollars. Voilà, donc il y a eu ensuite donc cette réunion de Paris, disons, co-organisée par le Sénégal et la France. Hein. Il faut quand même le préciser. C'est le président. Oui. Est-ce que nous n'avions pas vu venir cette nécessité de rencontrer sans doute les partenaires techniques et financiers, mais en même temps aussi les pays africains, en donnant une symbolique justement à cette rencontre, en la tenant peut-être dans une capitale Mais c'est africaine. la région du monde qui a agi le plus rapidement et qui a pris les dispositions les plus proactives et les meilleures, qui ont préservé dans une large mesure le continent. Ça, jamais on a vu ça en Afrique. C'était une sorte de renouveau de la puissance publique qui a anticipé vraiment les coups qui allaient venir. Ça, en tout cas, personnellement, je continue à saluer ce réflexe des gouvernements africains. Donc, ils savaient que c'était difficile, mais ils avaient également conscience qu'il n'était pas possible de mobiliser les ressources nécessaires ni dans les pays, ni dans les sous-régions, ni à l'échelle du continent. À ce moment-là, il n'y a que l'extérieur. Mais à l'extérieur, comme j'allais le dire, il fallait tirer les leçons du passé. C'est-à-dire, c'est comprendre qu'aujourd'hui, c'est le marché qui de plus en plus finance le développement. C'est une donnée très importante. Fait, oui. Le marché est plus regardant. Le marché n'accepte pas les éléphants blancs. Le marché a besoin de projets réels à réaliser. Le marché a besoin du respect du droit de la dette, des investissements engagés qu'on les honore. Le marché a besoin aussi de la gouvernance, la gestion de la dette dans le cadre d'une gouvernance avec un contrôle des sociétés civiles des pays. Ça, c'est l'aspect le plus important. Alors, pour avoir été très proche justement des princes qui gouvernaient les pays, notamment le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall, Diouf plutôt, vous avez approché. Oui. Mais pourquoi ce discours il ne résonne pas dans l'oreille des dirigeants actuels, pour qu'au moins on puisse comprendre que pour arriver à changer de logique de regard par rapport au marché, qu'il faut peut-être au moins appréhender donc les phénomènes qui se... Mais il faut être pédagogique. On ne peut pas avoir à agir au jour le jour sur une économie et faire en même temps la communication, la bonne communication, mais simplement que nos pays ignorent l'expertise en dehors des administrations publiques. Il y a une expertise qui pourrait aider, qui pourrait accompagner, mais cette expertise, elle est de façon permanente mise sur la touche. Si on l'avait fait, cette expertise aurait pu s'appuyer sur les sociétés civiles, communiquer avec les ONG et vulgariser les informations qui méritaient de l'être. Ça aussi, c'est un problème très important pour nos gouvernements. Oui. Alors, je vous entends dire que les liquidités n'étant pas suffisantes en Afrique, il faut aller les chercher ailleurs. Mais là, vous êtes un peu peut-être dans une légère contradiction amicale avec Lionel Zinsou, qui pense qu'effectivement, il y a de fortes places financières en Afrique, mais qu'il faut simplement réveiller ce potentiel dormant pour recourir moins à l'extérieur et ensuite peut-être financer les développements du Mais je crois personnellement qu'il y a énormément d'argent sur le continent. Oui. Mais s'il n'y a pas de stratégie de mobilisation des ressources internes pour financer les développements à partir de l'entraînement des ressources internes, mais ce n'est pas fait. Un potentiel, je l'ai dit à Zinsou, un potentiel n'est pas encore une ressource. Un potentiel, il faut avoir l'aptitude, la capacité de transformer le potentiel en ressources réelles. Ce travail n'est pas fait. C'est de façon exceptionnelle que je vois dans un pays africain un document de stratégie de mobilisation des ressources internes pour le financement du développement. C'est exceptionnel. Très bien. Je n'en vois pas. Alors, que gagnons-nous en perdant la France? Ou bien que perdons-nous en restant avec la France?
Nous ne perdons pas la France. Nous avons à gagner avec la coopération internationale. Pourquoi il y a eu ce phénomène de rejet de la France à chaque fois que la France prend une initiative? Mais il y a une perception. soupçonnée. Il y a une perception. Oui. La perception, elle a toujours été plus importante dans l'histoire que n'importe quelle réalisation ou n'importe quelle annonce de partenariat. Il y a le franc CFA qu'il fait. Il y a la mobilisation des forces de la société civile qui ont travaillé pour ternir l'image de la France et le néocolonialisme à travers la France, Afrique et autres. Mais personne ne peut le nier. La colonisation n'existera plus. La colonisation, c'est l'administration directe d'un territoire. Ça, c'est fini. Le néocolonialisme, c'est continuer à tirer les ficelles avec un leadership qui est fondamentalement africain et installé sur le territoire. Et la population a tendance à dire que ce leadership, il travaille en réalité pour l'extérieur. Ce qui n'est pas toujours vrai. Mais la France ne veut pas perdre le contrôle sur nos économies. Et pas seulement la France, mais les institutions économiques et financières internationales aussi ont besoin de la matière. Personne ne veut lâcher ces pays. C'est au pays de se rebiffer, de s'organiser autrement pour travailler à leur autonomie de décision et conquérir leurs différentes souverainetés. Malheureusement, cela se fait mal encore aujourd'hui sur le continent. Mais d'un pays à un autre sur le continent, d'un pays à un autre, on n'a pas le même regard par rapport aux ruptures qu'il faut amorcer. Ça également, ce n'est pas un frein ou un handicap justement pour ne serait-ce que faire converger les points de vue des dirigeants. Disons déjà les pays anglophones que nous connaissons et les pays francophones. Dans les pays francophones, disons, la part des pays africains francophones dans le commerce de la France, elle recule de plus en plus. C'est normal. Lorsqu'il y a de nouveaux partenaires qui arrivent, la part de ce qui était là recule forcément. Mais il y a d'autres raisons qui font que la France recule. Et c'est en termes d'offres. Il y a des offres meilleures, il y a d'autres propositions qui sont plus intéressantes pour le développement du continent. Mais dans le même temps, ça aussi c'est un paradoxe. Pendant que les relations économiques et commerciales se relâchent entre la France et ses anciennes colonies, ce sont des pays anglophones du continent qui deviennent les premiers partenaires de la France. Donc la France est toujours dans le continent. Son premier partenaire, c'est l'Afrique du Sud. Il y a ensuite le Nigeria. Vous avez le président ghanéen, aujourd'hui, quand il arrive en France, le grand sourire qu'il déverse à la France, c'est des réalités objectives. Mais l'enjeu de la France, ce n'est pas un problème économique ou commercial. Le commerce, la part des pays africains au sud du Sahara, l'ensemble des pays, dans le commerce extérieur de la France fait moins de 1%. Donc ce n'est pas une affaire commerciale et économique, c'est une affaire de géopolitique, c'est une affaire d'influence. Et parlons de la dette de Mamadou Ndiaye au cœur, de ce sommet sur les économies africaines, forcément touchées, on le rappelle, par la pandémie de Covid-19. L'Afrique, on va dire, objet de toutes les convoitises. Maintenant, lors de ce sommet, l'Afrique espérait quand même, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, 100 milliards de dollars. Mais on a remarqué que l'Afrique n'a pu relever que 34 milliards. Qu'est-ce que cela traduit, selon vous ? Non, l'Afrique n'a pas reçu 34 milliards. C'est-à-dire l'offre, c'était pour l'ensemble des pays. Et on a fait une répartition pour la partie Afrique du Nord, Afrique au sud du Sahara, et l'Afrique au sud du Sahara. Mais l'Afrique n'espérait pas ça. C'était beaucoup plus qui était recherché. Disons, le FMI est parti d'abord sur des besoins estimés à 290 millions de dollars, millions de dollars, oui. Ensuite, on est passé... milliards. Oui, milliards. On s'est passé ensuite à 1200 milliards de dollars. Oui. Et la CNUSED avait parlé de 2600 milliards de dollars. Voilà les besoins sur les 3 ans à venir qui étaient estimés. Mais on mobilise ce qu'on peut mobiliser. Là, après concertation, peut-être que nos partenaires au développement se sont dit, voilà tout ce que nous pouvons apporter, il fallait se contenter de ça. C'est pour ça que je crois qu'il faut corriger, apporter les réponses véritables à la hauteur des défis qui se posent sur le continent. Et ces réponses passent par la mobilisation des ressources internes du continent. La mobilisation des ressources internes du continent passe par le fait de hisser le secteur privé national dans chaque pays à la hauteur où une compétition internationale puisse avoir un sens. C'est-à-dire impliquer le secteur privé pour qu'il puisse agir en permanence sur des marchés dynamiques
gagner de l'argent et contribuer de la meilleure façon possible à l'effort de construction nationale. Ce n'est pas fait. Les secteurs privés dans les différents pays africains passent leur temps à se plaindre parce que simplement nous avons signé les accords de libéralisation. Nous sommes dans des espaces ouverts où n'importe qui peut venir de l'extérieur et venir compétir. La dette, c'est tout ce qu'on a pu obtenir, les DTS. Il y avait le choix sur les aménagements de la dette. Aménagement, ça peut être allègement, ça peut être moratoire, mais la grande faiblesse, c'est la mobilisation des ressources internes pour le développement sur le continent. Et donc, sur cette enveloppe, on a donc réparti la part pour l'Afrique au sud du Sahara et la part pour l'Afrique du Nord. Je crois que ce n'est pas gênant, c'est l'Afrique. Hein. Il n'y a pas d'Afrique blanche ou d'Afrique noire. Il y a une seule Afrique, mais il y a une partie de ce continent qui se porte mieux, qui est mieux organisée et qui travaille mieux. Je crois que c'est ça. Leur part est toute chose égale par ailleurs, elle n'est pas aussi importante, mais comparé, c'est peut-être le tiers qu'ils ont obtenu. Le reste du continent aura les 2 tiers, mais il ne faut pas perdre de vue l'obligation de rendre compte. Bien gérer les ressources qu'on a reçues, les mettre dans les lieux d'investissement qui sont prévus et avoir une bonne gestion de la dette et surtout éviter la reconstitution du stock de la dette intérieure. Ça, c'est le plus grand danger pour moi. Entendu. Adama, nous ne boudons pas notre plaisir parce que Chérif, qui est en face de nous, quand même, a l'explication assez facile pour peut-être permettre au grand public de comprendre un peu ces termes ésotériques. Et il y en a un qui est vraiment plus ésotérique, c'est DTS. Mais voilà que le sigle redevient populaire et prononcé un peu partout, mais on ne comprend pas derrière ce sigle-là, qu'est-ce qui se cache. Dans le fond, c'est un avoir en réserve. C'est une dotation qu'on vous donne, mais qu'on ne vous donne pas tout de suite dans les monnaies les plus lourdes de la planète. Tout à fait. C'est basé sur un panier. Oui. On fait une balance, c'est-à-dire une moyenne de l'ensemble des monnaies les plus fortes. Ça donne quand même plus de flexibilité à l'État. Quand, par exemple, les yens montent et baissent, ou que le dollar monte ou baisse, vous avez des droits de tirage spéciaux que vous pouvez donc convertir pour régler vos problèmes économiques. Mais depuis 40 ans, il y a quand même une autre bataille qui est menée concernant les DTS. N'est-ce pas? Pour l'essentiel, l'utilisation de DTS ou le transfert ne se fait qu'entre le FMI et un pays. Et c'est le sens peut-être de la revendication du président Macky Sall. Et il n'est pas encore, disons, permis formellement qu'un pays puisse avoir ses DTS et les transférer à un autre pays. C'est très important, il faut comprendre cela. Voilà, c'est une bataille. Nous, on est dans cette bataille depuis 40 ans, mais il faut la gagner formellement, la gagner réellement. Très bien, c'est clair. Chérif, quand un pays décide de s'endetter, il y va seul. Et voilà que maintenant, ils veulent avoir peut-être une perception collégiale pour avoir une ligne de défense face à l'endettement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe sous-jacent? Non, les gens, quand ils prêtent aussi, ils ont un club ou des clubs où ils se voient ensemble pour discuter en tant que groupe de créanciers, pour s'entendre sur les mécanismes de mise en œuvre de leur politique d'endettement. L'Afrique, et encore, je pense que les pays africains sont plus à l'aise. Ils profitent du regard porté sur l'Afrique qu'on a tendance à considérer comme un pays. Je crois que ça a des avantages et des inconvénients. Parce que si vous faites le tour du monde, il est très facile de se rendre compte que c'est sur le continent africain qu'il existe le plus grand désir d'unité. Les pays africains qui ont déjà l'organisation, puis l'Union africaine, profite également. Moi, je crois que c'est la voie. Négocier ensemble, ça permet de lever plus de fonds, d'harmoniser nos politiques de gestion de la dette, d'économie de la dette et de droit de la dette. Je crois que c'est la meilleure solution. Parce qu'en face, ils sont organisés, ils agissent en bloc. Il arrive maintenant que dans des réunions comme ça, qu'on associe des partenaires, des investisseurs privés. Voilà, mais je pense que c'est une bonne chose. Alors, j'ai un ami qui est observateur un peu de la scène politique africaine. Il est négociant international et il me dit, c'est bizarre, vous appréciez Paul Kagame au Sénégal, mais savez-vous que au Rwanda, c'est Macky Sall qui est apprécié. Pourquoi ces deux-là ne se rencontreraient pas et n'amorceraient pas peut-être des échanges de vues, ne serait-ce que pour peser par leur influence justement sur les destinées de l'Afrique, par les approches qu'ils peuvent préconiser? Mais c'est ça le problème. Vous faites encore aujourd'hui des pays africains, on continue à vous parler d'Abdou Diouf et d'Abdoulaye Wade.
Vous passez, on vous dit, où est le vieux, le grand, donnez-nous le vieux si vous n'en voulez pas. Le grand là, où est-ce qu'il est, etc. C'est-à-dire, il y a une estime qui, pour le Sénégal, à travers le continent. Paul Kagame, je crois que sa force, c'est que c'est le gouvernement qui communique le mieux, à mon avis. Parce que je connais quand même le Rwanda. Ces 20 dernières années, j'ai été presque 2 fois l'an dans ce pays. Je connais bien sa stratégie. Je connais parfaitement sa stratégie, hein, mais je ne condamne pas, je ne juge pas. Je pense simplement qu'après ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, il fallait mettre de l'ordre et il fallait qu'un homme fort le fasse. Mais je comprends aussi que beaucoup de Rwandais ont une préférence pour Macky Sall parce que le Rwanda, c'est extrêmement dur. Hein. Le régime est extrêmement dur, parfois même très très violent. Je n'hésite pas à le dire dans ton émission. C'est extrêmement dur. Alors, une monnaie africaine. L'Afrique peut-elle frapper sa propre monnaie, ne serait-ce que pour devenir, dans les 20 prochaines années, il faut être ambitieux, une puissance monétaire, n'est-ce pas, qui pourrait faire jeu égal avec un certain nombre de régions. Si la Gambie a sa monnaie ou d'autres pays, l'Afrique, en tant qu'on peut avoir sa propre monnaie, et elle y travaille aujourd'hui, je crois, depuis une vingtaine d'années. Et l'Afrique ne travaille pas seulement au niveau de l'Union africaine, de la monnaie. Il y a une réflexion globale sur les nouvelles institutions financières du continent. Et moi-même, j'ai été le premier rapporteur du groupe de travail sur cette monnaie, ces institutions africaines, c'est-à-dire le Fonds monétaire africain, la Banque d'investissement africaine, etc. Nos collègues, les Moustapha Kassé, Ablaye Diagne, ont beaucoup travaillé sur la monnaie. Et d'ailleurs, l'accès aux résultats de ces travaux, il y a 4 ouvrages publiés, c'est accessible gratuitement, c'est téléchargeable sur le site de l'Union africaine. Il y a une réflexion sur une monnaie africaine, mais il faut y arriver peut-être petit à petit, par exemple, faire toutes les convergences qu'il faut. C'est déjà difficile au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où les comités techniques ont terminé le boulot, je le dis comme ça, depuis des années, mais la mise à niveau dans les différents pays n'arrive pas à se faire. Moi, je crois que l'erreur, c'est d'avoir voulu que tout le monde soit au même niveau pour démarrer. Je crois qu'on peut démarrer par petits groupes. Je ne reviens pas sur les problèmes de fond sur la monnaie, parce que moi, j'étais très tôt militant pour les monnaies nationales et une monnaie commune, pas une monnaie unique. Mais je ne veux pas être taxé de quelqu'un qui voudrait mettre un frein au désir d'unité du continent. Je crois que c'est ça. Mais il faut gérer. Il y aura beaucoup d'impairs avec ce procédé. C'est une nouveauté. Les pays qui ont travaillé ayant en vue une fédération ou un regroupement, nulle part n'ont procédé de cette façon. Je crois qu'il faut gérer. Mais la monnaie, ça dépend des pays africains. Ça peut se faire d'ici 5 ans. Moi, je crois que ça pourrait même se faire. Ah, mais d'ici 5 ans. On connaît techniquement le type de travail. Les étapes à franchir. Voilà, on connaît les étapes. Beaucoup de pays sur le continent, un nombre très important sur le continent, peut-être une quinzaine, ont déjà l'expérience de leur banque centrale. Ici, à côté de nous, la Guinée, c'est une expérience très riche. Et quand tu vois que dans d'autres pays également, c'est des gens formés à l'université de Dakar, donc avec la force de frappe que constitue l'Afrique du Sud, etc., on peut parfaitement avoir notre monnaie. Mais ne nous trompons pas. La monnaie n'est qu'un levier du développement économique et social. Oui, mais adossé quand même à des matières premières. C'est simplement le problème du CFA. D'ailleurs, ce problème de souveraineté monétaire n'est qu'une discussion seulement dans les pays de la zone tiers. Dans le reste du continent, on n'en discute pas. Je ne sous-estime pas l'importance de la monnaie. C'est capital avoir une monnaie. Je crois que c'est le premier instrument de souveraineté. Mais il faut être capable de travailler sur les leviers. Les autres leviers. Alors, je vais titiller un peu votre modestie. Il semble que vous êtes très influent dans les milieux de la jeunesse africaine, chez les jeunes économistes. Quel est le secret de Chérif pour agréger autant de monde autour de lui? Mais simplement, je suis avec les jeunes. C'est un problème de tempérament. Je les écoute, je n'impose rien du tout. J'essaie de les accompagner avec bienveillance. Et surtout, je leur laisse de la place pour s'exprimer. Je crois que ça, c'est très important. Parce que j'ai perçu très tôt tout le potentiel qu'il y a, c'est cette jeunesse-là, qu'il faut mettre au travail dans leurs différents domaines respectifs. Moi, je crois aux jeunes et à la femme comme force de frappe pour le continent. Vous n'êtes pas cette forme de parapluie comme Deus Ex Machina qui régente un peu peut-être les vues et les points de vue, n'est-ce pas, de ces jeunes. Allez sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, trouver des gens de mon niveau qui y sont tous les jours, qui acceptent de discuter avec n'importe qui. Sur le Sénégal, vous n'en trouverez pas 10.
c'est un choix, je crois que c'est un choix. C'est un choix de vie. Parce que M. Zinzou m'a soufflé à l'oreille effectivement cette force que vous représentez donc, dans les dynamiques en cours. On va terminer par une question quand même futuriste, prospectiviste. Quel scénario vous pouvez dessiner pour l'Afrique dans les 5? Je vous ai entendu tout à l'heure parler de la monnaie, mais de façon globale, quel est le scénario qui est le plus présentable pour l'Afrique, justement, disons, d'abord, c'est de l'espoir. En dehors des conflits politiques ou politiciens, quand les élections vont survenir, etc., c'est des querelles partout. Et beaucoup de Sénégalais ne savent pas, par exemple, qu'aujourd'hui, même le président du Sénégal, il est mis sur la liste des résistants. Parce que vous discutez en France, où je suis très fréquemment, mais on reproche, ils se disent que Abdou Diouf, il y a eu Wade qui commençait à diversifier le partenariat, mais il y a Macky qui fait pareil, il y a un corridor avec la Chine, le corridor avec la Russie, mais je crois que c'est la voie. Il faut, sans rompre avec le reste du monde, construire d'autres types de partenariats. Ouvrir le continent et les pays à d'autres partenaires. Sortir des grandes mystifications sur le libéralisme que tout le monde veut, ou la croissance que tout le monde veut. Se reposer aussi sur les experts des pays et du continent. Ils sont capables de faire le travail sur le continent, connaissant mieux le continent et les pays. C'est pour ça que je suis pénétré profondément par un espoir sur les années à venir. Mais un espoir, parce que simplement, je crois que avec tous les chocs que nous venons de vivre, on va se recentrer enfin sur l'industrialisation des pays et du continent. Ça, c'est le point nodal du développement, les stratégies d'industrialisation. En précisant que l'industrialisation, ce n'est pas l'ouverture seulement des manufactures, c'est-à-dire des industries. L'industrialisation, c'est la stratégie qui part de la science et de la technologie, qui propulse dans le même mouvement tous les secteurs économiques et sociaux du pays. L'industrialisation, c'est d'abord les changements mentaux et les changements sociaux qui permettent vraiment d'obtenir la croissance afin d'arriver à une société où on puisse vivre digne et épanoui. Voilà, digne et épanoui, je pense que c'est effectivement ce que l'Afrique cherche et les Africains avec eux. Nous avions donc ce quart d'heure de très haut niveau avec M. Sy, mais qui a rabaissé le niveau également pour une compréhension plus large de ces questions et de ces problématiques. Adama ? En français facile, comme on dit. En français facile. Merci à vous, messieurs. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand plaisir quand même. Je vous remercie pour ce travail. Et je crois que ça, c'est la voie. Merci. Il faut qu'en Afrique, nous ayons conscience que nous allons avoir une double mission. Ailleurs, on forme l'économiste et on forme le journaliste vulgarisateur de l'économie. Ici, nous sommes obligés de faire les deux. Et c'est la voie que Mamadou vient de tracer. Et vous-même, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être passé dans cette émission. C'est dans le sommaire. Notre diplomate ce soir, Gili Abi, fondateur du think tank citoyen ouest-africain Wati. Bonsoir. Bonsoir Gili Abi, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir, vous m'entendez? Alors, en juillet 2020, on se souvient, Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement ivoirien, décédé à l'âge de 61 ans des suites de problèmes cardiaques. 8 mois plus tard, son successeur, Ahmed Bakayoko, 56 ans, décède d'un cancer en Allemagne, est nommé le 26 mars dernier. Patrick Hachi, 65 ans, le nouveau Premier ministre, a été récemment hospitalisé à Paris. Les événements se sont succédés, oui, et de manière assez inédite. Alors, pour commencer, votre point de vue sur ces morts en série? Oui, bonsoir à nouveau. Évidemment, il est difficile de faire une analyse de ces événements qui sont avant tout des événements personnels et douloureux pour les familles des premiers ministres disparus en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly et ensuite Ahmed Bakayoko. Mais je crois qu'il faut tout de suite se dire que je crois que la vraie surprise a été la disparition de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, parce qu'elle a été brutale et que il y a eu très peu de temps entre l'annonce de sa maladie et sa disparition. S'agissant de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, on savait en fait lorsqu'on suit la Côte d'Ivoire
depuis longtemps, on savait qu'il avait des problèmes cardiaques importants et donc un état de santé fragile, et on pouvait s'étonner d'ailleurs de l'étendue des charges politiques qui lui avaient été confiées, du choix notamment qui avait été porté sur lui par le président Ouattara pour être le candidat de sa formation politique à l'élection présidentielle. Donc s'agissant d'Amadou Coulibaly, malheureusement c'était d'une certaine manière moins surprenant que la disparition d'Ahmed Bakayoko. C'est en raison, oui, de ces événements que beaucoup ont commencé à dire que le poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire serait un poste maudit. Est-ce que vous seriez de ceux-là qui pensent que ce poste est en réalité maudit? Non, je dirais deux choses. Je dirais d'abord que la disparition à nouveau d'Ahmed Bakayoko, qui était une figure importante du parti d'Alassane Ouattara et considéré comme un acteur politique qui pouvait jouer un rôle important dans le futur et éventuellement être un aspirant à la présidence. C'est très clair que cette disparition a été brutale et que beaucoup de questions se sont posées, je crois, restent posées autour de cette disparition, même si la thèse tout de même officielle est qu'il a été victime d'un cancer fulgurant. Mais je crois qu'il faut aller évidemment au-delà de ces faits qui sont à nouveau malheureux pour le pays, pour tout de même identifier ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important en Côte d'Ivoire, ça reste la situation politique, l'avenir politique du pays, les perspectives de véritable réconciliation et de consolidation des institutions. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier que le président Ouattara a réussi à imposer un troisième mandat et que cela a quand même créé énormément de crispation et de frustration. Et je crois que les années à venir resteront marquées par l'incertitude. Donc, de mon point de vue, au-delà de savoir si le poste de Premier ministre est maudit ou pas, la vraie question aujourd'hui, ça reste celle de la fragilité politique de la Côte d'Ivoire. Le poste en soi, évidemment, on est en Afrique, il y a peut-être un peu plus d'interprétation qu'ailleurs. Du fait que deux décès successifs comme ça sont un mauvais signe, mais à nouveau, je crois que l'avenir du pays, qui est aussi important pour l'ensemble de la région, c'est plutôt des questions beaucoup plus finalement plus institutionnelles qui restent posées. Et des voix proposent de plus en plus que ce poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire soit tout simplement supprimé. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire pourrait éventuellement s'inspirer du modèle sénégalais et supprimer le poste de Premier ministre face à toute cette polémique? Alors, comme vous l'avez dit, je dirige un think tank qui s'appelle WATI, think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la consolidation des démocraties en construction des pays de la région. Et ce qu'on essaye de pousser, c'est plutôt l'idée qu'il faut aller vers de la démocratie essentiellement perçue à travers les élections vers une gouvernance démocratique qui va être beaucoup plus ancrée dans le respect des institutions et dans l'organisation des pouvoirs et des contre-pouvoirs. De ce point de vue, il ne s'agit pas de savoir s'il faut supprimer un poste de Premier ministre ou pas. Il s'agit de réfléchir sur l'ensemble des institutions et de faire le choix qui correspond à ceux dont les pays de la région ont besoin. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, en réalité, depuis la dernière révision constitutionnelle, on a un président, un vice-président et un premier ministre. Et on pouvait s'étonner quand même d'une architecture aussi lourde avec donc trois personnalités du pouvoir exécutif auquel il faut ajouter le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc je crois que malheureusement cette constitution a été une occasion manquée parce qu'on n'a pas vraiment en réalité fait avancer ce qui me semble être important, c'est la consolidation à nouveau des pouvoirs et des contre-pouvoirs de manière à diluer un peu plus les pouvoirs exécutifs et avoir un respect de l'état de droit. Donc je crois que ça va bien au-delà de la suppression ou du maintien d'un poste de Premier ministre, et en fait la même réflexion, c'est celle que j'aurais sur le Sénégal. C'est pas simplement maintenir ou pas le poste de Premier ministre, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'on construit autour pour consolider à nouveau la démocratie au quotidien, pas simplement la démocratie électorale. Merci beaucoup, Julie Abi. Merci d'avoir été notre diplomate ce soir. Merci à vous, c'est un plaisir. Et je rappelle que vous êtes le fondateur du think tank citoyen ouest-africain Wati. La suite.
Nous emmène à Ribo-Tescale, une commune située dans le département de Koungheul, dans la région de Kaffrine. Et dans cette correspondance qui va tout de suite suivre, ce sont les femmes qui étalent leurs difficultés quotidiennes. En première ligne, l'accès à l'eau potable et pour satisfaire d'autres besoins de la famille, elles sont obligées de parcourir des kilomètres. Adamassar et Astumbaye. Nous sommes à Ribo-Escale, situé dans le département de Koungheul. Ici, l'une des préoccupations des femmes est l'accès à l'eau potable. Ici, notre principal souci est le manque d'eau. Chaque jour, nous nous rendons dans les puits pour chercher de l'eau. Vraiment, nous sommes fatigués. Les femmes veulent également des moulins à mil selon des bidets. Leurs enfants font des kilomètres pour moudre le mil. Dans notre village, nos enfants font plusieurs kilomètres pour trouver un moulin à mil, une situation très difficile pour eux. C'est pourquoi l'arrivée de ces moulins à mil vont améliorer nos conditions de vie. Le maire de Ribo-Escale s'engage à résoudre ces difficultés. Aussi, monsieur le président de la République, en tant que maire de la commune de Ribo-Escale, je remercie le président de la République Macky Sall et le ministre des collectivités territoriales Omar Gueye qui nous ont permis à travers le fonds de concours de mettre à la disposition des femmes des moulins à mil. La commune de Ribo-Escale est située dans la région de Kaffrine. Vous êtes de Thiès, vous connaissez bien la région, alors vous avez sans doute profité de l'ombre de cet arbre. Le Raya sénégalensis ou Kaye Cedra est un arbre emblématique de la capitale du rail, plein de vertus et empli de mystique aussi. Moustapha Gabar Diop nous parle ce soir dans votre rubrique dédiée aux animaux et aux arbres. Et oui, il nous parle des Kaye Cedra. Depuis l'Antiquité, il est considéré comme un arbre à pharmacie. Multivalent et multifonctionnel, ses feuilles, ses écorces de troncs et de racines sont utilisées dans le traitement de nombreux maux. L'acajou du Sénégal, ou Kaye Cedra, est un arbre majestueux pouvant dépasser les 35 mètres. Son écorce est grise et écaillée et son tronc peut atteindre 2 mètres de diamètre. Sa cime arrondie et ses branches descendant assez bas en font un parfait arbre d'ombrage. Endémique des forêts tropicales de l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi un arbre d'alignement bordant les vieilles rues de l'époque coloniale dans les villes africaines. À travers le monde, il a été introduit en Australie par les Anglais et au Vietnam par les Français. Au Sénégal, il a été au cœur de nombreuses campagnes de reboisement depuis les années 1930. Il est ainsi devenu un patrimoine écologique et culturel de la ville de Thiès. En 2003, les services forestiers de la ville ont recensé plus de 3000 arbres vivants. Mais il est aujourd'hui répertorié comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Cette espèce historique à Thiès est en passe de disparaître, victime de l'activité humaine. Abattage clandestin et délagage abusif. Pour remédier à cette menace, mais aussi remplacer les arbres vieillissants, les eaux et forêts de Thiès vont bientôt lancer une campagne de reboisement de 40 000 Kaye Cedra. Un arbre d'une utilité industrielle immense en termes de reboisement urbain dans la pharmacopée et la menuiserie. Le grand retour de Moustapha Gabar Diop, on va dire ça. Merci Moustapha Gabar Diop pour ce reportage et bienvenue sur le plateau. Merci à la Alors, il y a des maladies et d'autres maux que l'on peut soigner avec les produits du Kaye Cedra, c'est ça? C'est ça. Il faut savoir que cet arbre est très utilisé dans la pharmacopée naturelle. C'est pour ça que souvent on voit au bord des routes des arbres dont l'écorce est un peu écorchée parce que les populations viennent râper l'écorce pour s'en servir comme remède pour pas mal de maladies. Ouais. Ou même des conditions comme l'anémie ou encore les rhumatismes, tout ce qui est troubles gastriques et digestifs, mais aussi tout ce qui est comme plaies, comme urticaire, et c'est vraiment comme, comment dire,
comme une espèce de pommade qu'on met sur la peau. Et pour qu'on ait des mangeaisons, comme on dit. Effectivement. Et ça soigne aussi, les feuilles sont connues pour soigner le palu, la fièvre. Donc il y a vraiment pas mal de c'est utilisé comme remède dans pas mal de cas, ce qui fait que c'est assez prisé et d'où l'abattage qu'on a pu voir dans le reportage. Et justement, il s'agit c'est un arbre en voie de disparition. Effectivement, il est placé dans la catégorie vulnérable par l'Union internationale de conservation de la nature et c'est surtout dû à sa surexploitation pour des raisons pharmaceutiques, mais aussi dans la menuiserie, parce que c'est un bois qui est assez solide, qui peut servir de mortier, de charpente et même de pirogue et de mortier. Et pour protéger cette espèce-là, est-ce que le Sénégal a mis en place un cadre de protection justement? Il faut savoir que pour couper ces arbres à Thiès, il faut déjà disposer d'un permis. On dépose une demande, il y a toute une procédure, on dépose une demande à la mairie, mais il y a beaucoup d'abattages clandestins. Et aussi l'arbre souffre du fait que c'est un arbre qui est vieux. Enfin, ceux qui sont à Thiès sont assez vieux, très longtemps. Et les branches commencent à tomber. Donc en 2019, il y a même une femme qui a perdu la vie par rapport à ça, ce qui fait que les populations, pour leur propre sécurité, sont obligées de le couper. Et les eaux et forêts de Thiès ont décidé de reboiser près de 40 000 arbres vivants. Et sous le concept de un arbre, une concession, comme l'avait demandé le président de la République dans le code de l'habitat, que ce soit incorporé. À Thiès, ça va être le cas. Il compte planter près de 40 000 arbres et pour que chaque Sénégalais, chaque Thiessois puisse adopter son propre caïcédra. Moustapha Gabar Diop, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous avez l'habitude de faire le Gungekor? Le Gungekor? Oui. C'est la fin du Ramadan. Il y a ceux qui choisissent de continuer à jeûner. La semaine, oui. Non, je ne le fais pas alors. Et ça a été comment le mois de Ramadan? Très très agréable, avec une très bonne météo. Merci Moustapha Gabar Diop. Transition toute faite pour Bouillon Culture. C'est presque devenu une tradition, je le disais tout à l'heure, le Gungekor, c'est-à-dire continuer à jeûner 6 jours après le Ramadan. S'agit-il d'une obligation religieuse ou culturelle? Comment doit se faire ce jeûne des 6 jours? Quels sont ses mérites? Youssouf Konté et Augustin Mandon ont sollicité l'expertise des savants. Et voici le reportage. Mois de Shawwal, c'est dans ce mois qui suit le Ramadan qu'on jeûne 6 jours. Au Sénégal, on l'appelle Gungekor. Est-ce religieux ou culturel? Je pense que c'est la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et je crois qu'il y a énormément de bienfaits pour celui qui les jeûne. Je dirais plutôt religieux, mais dans le cadre du sunna, quoi. Je ne crois pas que ça doit être obligatoire, quoi. Bon, pour moi, c'est pas culturel, mais c'est la sunna. Oui. Presque un secret de polichinelle, à la différence du mois de Ramadan. Dans ce mois, le jeûne n'est pas obligatoire. Jeûner 6 jours après le Ramadan fait partie des jeûnes surérogatoires. C'est-à-dire c'est un jeûne, c'est pas une obligation, par contre, ça fait partie de la tradition prophétique. Imam Pouy soutient ses propos avec des hadiths authentiques. Le prophète disait, celui qui jeûne le Ramadan, puis il jeûne 6 jours après, c'est-à-dire le mois qui vient après, c'est le mois de Shawwal. Quand il va jeûner ces 6 jours, c'est comme s'il a jeûné toute sa vie. Et il y a l'autre hadith qui disait que quand vous jeûnez le Ramadan, les 29 ou 30 jours, après vous choisissez 6 jours dans le mois précédent, suivant, c'est le mois de Shawwal, c'est comme si vous avez jeûné toute l'année. Une tradition prophétique. Imam Pouy explique comment doit-on jeûner ces 6 jours de Shawwal. Il y a certains savants qui disent que mieux vaut le faire toujours après le Ramadan, parce que le hadith dit, celui qui a jeûné, puis il a, n'est-ce pas, ajouté. Comme si c'est juste après le Ramadan, tu ajoutes. Mais dans un autre hadith, il dit 6 jours dans le mois. Donc vous avez 29 jours pour choisir. Maintenant, c'est à vous de choisir. Maintenant, il y a une autre explication en disant pour les femmes qui doivent déjà compléter les jours qu'elles n'ont pas jeûné. Avant de jeûner ces 6 jours, il faut qu'elles d'abord complètent les jours qu'elles n'ont pas jeûné. Le fait de jeûner les 6 jours a des mérites. Comme disait le professeur Salam, qui est considéré comme quelqu'un qui jeûne toute l'année. Maintenant, quelqu'un qui jeûne toute l'année, il y a un autre hadith qui disait, c'est-à-dire, au palais, il y a beaucoup de portes. Il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Et cette porte-là, Ar-Rayyan, seuls les jeûneurs vont, n'est-ce pas, vont y accéder. Ar-Rayyan.
Donc maintenant, quand quelqu'un jeûne 6 jours après le ramadan, c'est comme s'il est considéré quelqu'un qui jeûne tout le temps. Donc voilà quelques mérites que le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal. Donc j'insiste, ce n'est pas traditionnel. Mais c'est à placer dans le champ religieux, même si de nos jours, cette pratique est de moins en moins respectée au Sénégal. Et comme nous avons l'habitude de le faire en fin de magazine, la rubrique Bonne semaine. Et ce soir, Aminata Ndao partage avec nous sa routine du week-end. Elle dirige une entreprise prenant comme travail, oui. Et il lui faudrait aussi un moment de bien-être et de détente en famille. Ces astuces pourraient sans doute vous inspirer et c'est l'occasion de la rencontrer. Je pense qu'une belle semaine, ça se prépare pendant le week-end. On en profite pour recharger les batteries, surtout vu que les semaines sont très chargées. Et profiter au max de la famille, des repas en famille et des sorties, promenades, changer d'air, changer d'atmosphère. Surtout, ça nous aide moralement mais physiquement à nous reposer et à être à 100% pendant toute la semaine. Voilà, et pouvoir carburer pendant les 5 jours sans souci. Donc mon conseil, c'est profiter au max de votre famille. C'est important, surtout les week-ends. Profiter de chaque repas en famille, c'est important. Les sorties, les promenades en famille aussi, ça peut nous aider à libérer le mental. Et puis, surtout, reposez-vous au maximum. Reposez-vous physiquement, mais aussi moralement. Donc, vous avez le vendredi soir, toute la journée du samedi pour vous reposer carrément. Et le dimanche, on commence à aider les enfants avec les exercices et planifier notre semaine et anticiper un peu sur tout ce qu'on peut. Pour la semaine, ça nous donne cette confiance, cette contrôle qu'on aura sur les prochaines étapes à venir pendant la semaine. Donc je pense que c'est tout. Profitez de votre famille encore une fois. Reposez-vous au max physiquement et moralement. Surtout, amusez-vous, changez d'air, faites des promenades en famille. Encore, je me répète, c'est important. Voilà. Pendant les semaines, on n'a pas assez de temps pour passer ces moments-là en famille. Surtout partager les repas en famille, ça nous aide moralement à renforcer physiquement et à renforcer les liens familiaux qui sont pour moi la base. Voilà. Et on se quitte sur ces notes. C'est la fin de la totale dimanche. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Khalifa Diarate pour la coordination. Merci à Abdoulaye Ndiaye également, à Modou Diouf et Moussa Dia. Merci, oui, à vous d'avoir suivi la totale dimanche qui revient dans une semaine. Mais on se donne rendez-vous demain dans le 19h45. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous.